Depuis plusieurs semaines, la France est le théâtre d'un mouvement social d'une ampleur importante, faisant dire à certains commentateurs qu'un nouveau mai 68 pourrait voir le jour. La fête du travail du 1er mai 2018 a été l'occasion à Paris d'une démonstration de violence entre ceux que l'on appelle les Black Blocs et les forces de l'ordre. La plupart des manifestants n'ayant pas participé à ces affrontements mais s'étant tout de même fait au mieux gazer, au pire matraquer, ont dénoncé la répression policière. Cependant, ces mêmes personnes ont également dénoncé avec virulence les méthodes des Black Blocs, et je dois avouer que cela m'a un peu surpris. Je m'explique. Ce n'est pas la dénonciation des actes en tant que tels qui m'interroge, mais le fait que les manifestants qui les condamnaient scandaient au cours de la manifestation, avant que surviennent les affrontements, des slogans 68 arts et exposaient toute une imagerie révolutionnaire. Plus étonnant encore, le lundi 7 mai 2018, alors que le théâtre de l'Odéon rejouait son occupation de mai 68, afin de célébrer, je cite, une communauté de jeunes gens qui tenta d'inventer une utopie, une cinquantaine de 18ards se sont invités pacifiquement à la fête, jusqu'à ce que ceux-ci se fassent éjecter manu militari par les CRS appelés par la direction. Face à cette situation quelque peu schizophrénique, je me suis posé une simple question. Est-il possible de glorifier le passé révolutionnaire de la France, celui de 1789 ou de 1968, tout en condamnant la violence? Et cela m'a amené à un questionnement d'ordre plus général. Existe-t-il des conquêtes sociales véritablement révolutionnaires ayant fait l'économie de la violence? Vous l'avez compris, aujourd'hui on va tranquillement parler de violence. Et pour que ce soit plus clair, parce que sinon j'avais peur que ce soit pas assez évident, on va mettre ça ici. Voilà. Allez, prenez votre ration de culture. Le premier contre-exemple qu'on me rétorquera sera certainement celui de Martin Luther King, lequel a beaucoup œuvré aux États-Unis pour les droits civiques des Afro-Américains tout en prônant et en faisant preuve de pacifisme. Et à cela je répondrai par une question. Martin Luther King aurait-il eu autant de poids si la figure de Malcolm X ou celle des membres du Black Panthers Party ne représentait pas la voix violente susceptible de faire plier le gouvernement? George Jackson, membre des Black Panthers, définit la non-violence comme un faux idéal qui présuppose l'existence de la compassion et d'un sens de la justice de la part de l'adversaire. Lorsque cet adversaire a tout à perdre et rien à gagner en faisant preuve de justice et de compassion, sa réaction ne peut être que négative. Pour l'anarchiste Peter Gelderloos, la non-violence servirait même les intérêts de l'État. Globalement, la question qui se pose ici, c'est de savoir si la violence sert ou dessert les mouvements sociaux. Certaines ou certains seront peut-être tentés de me dire que pendant qu'on parle d'un McDo saccagé à Paris, on ne s'attarde pas sur les raisons de fond de la contestation, sur les revendications réelles des parties prenantes à la manifestation. Soit, mais soyons lucides. Quand bien même le 1er mai se serait déroulé dans le calme, BFM TV et consorts n'auraient guère fait l'effort d'une analyse de fond des raisons de la contestation. Au mieux, ils auraient montré une fois de plus le mécontentement des usagers, victimes d'une véritable prise d'otage. On peut, et il faut même, discuter de l'usage de la violence en politique, des méthodes des Black Blocs, mais il ne faut surtout pas faire de ce thème un impensé et assimiler les Black Blocs à des casseurs dépolitisés. Comme le rappelle Brut, ne comptez pas sur les médias dominants pour vous donner une analyse impartiale. Et d'une façon générale, je vous invite à vous méfier de toute personne qui assurerait parler en toute objectivité. Si vous voulez une preuve de la partialité médiatique au moment des mouvements de grève, il suffit de voir la multiplication des appels à témoins ayant pour but de corroborer la pensée dominante. C'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. Wikipédia shit. Cependant, je n'y échappe pas moi-même. Et à vrai dire, j'agis de la même façon. Vous imaginez bien que mon fil d'actualité Facebook n'est pas vraiment gonflé par les reportages d'LCI ou par les articles du magazine Challenge. Toutefois, je n'essaie pas de m'extraire de toute idéologie, de prétendre que je ne fais pas dans l'idéologie. J'assume mes convictions, mais aussi mes biais cognitifs et mes croyances qu'il faut chaque jour tenter de combattre. Le plus drôle avec les partisans du « je ne fais pas d'idéologie », c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'affirmer qu'on refuse l'idéologie est une idéologie en soi. Et cela pose un problème évident, notamment lorsque l'on traite de la question sensible de la violence. Les relais de la pensée dominante vont critiquer la violence en tant que telle, sans recul, et affirmer que, quel que soit le bord politique auquel l'on appartient, condamner la violence est une exigence morale. Si vous ne le faites pas, vous êtes dangereux. Vous voulez la guerre civile ou, plus stupide encore, la jeunesse trouve son sens à affronter la police, monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça, les émeutiers adorent affronter les CRS, c'est une manière de retrouver
une autorité à renverser. Et c'est ainsi qu'on vous demandera de condamner l'acte des travailleurs déchirant la chemise du PDG d'Air France comme s'il s'agissait d'une violence inouïe, alors même que ceux-ci subissent la violence du licenciement, du mépris et de la déconsidération. En réalité, la violence que condamne la classe dirigeante, à savoir la bourgeoisie, est la violence qui met en péril la bourgeoisie elle-même. Pourtant, il ne faut pas oublier que pour se faire classe dirigeante, la bourgeoisie a dû, elle aussi, se rendre violente en prenant le pouvoir à l'aristocratie en 1789. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'estime pas que la violence dont font preuve les Black Blocs est nécessairement un exemple à suivre dans nos luttes pour l'émancipation. En soi, à part pour se faire un plaisir symbolique, il n'y a pas un grand intérêt à casser un McDo qui n'est qu'un infime maillon d'une interminable chaîne. Puis, d'un point de vue symbolique, une occupation du fast-food, a fortiori par les employés eux-mêmes, afin de s'approprier au moins temporairement l'outil de travail, eût été un acte bien plus fort. Ce que j'essaie de dire, c'est que cette violence qui tend à se généraliser dans les cortèges est le symptôme d'un état qui se fait de plus en plus violent également. En physique, conformément à la troisième loi de Newton, tout corps A exerçant une force sur un corps B subit la même force de la part du corps B, de même direction, mais de sens opposé. Et non, vous n'êtes pas sur y penser. Ce que je cherche à illustrer, c'est que toute action implique une réaction. Et peut-être est-il temps de considérer que la violence qui apparaît dans les manifestations n'est qu'une réponse à une violence qui émane de l'État. C'est ce que Mathieu Burnel avait essayé de dire sur le plateau de Ce soir ou jamais en 2014, après l'assassinat de Rémi Fraisse. Ils n'ont jamais rien fait et ils n'y feront jamais rien. Et donc il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. C'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Beaucoup de personnes à gauche ne condamnent pas la violence, mais cette violence, cette façon de l'exprimer dans le contexte actuel, qui n'est pas à proprement parler révolutionnaire, du moins pas encore. D'un point de vue marxiste, la violence n'est qu'un moyen, un outil par lequel le prolétariat se saisit du pouvoir dans un contexte révolutionnaire. Toutefois, j'ajouterais que, par certains égards, la violence semble moins être un moyen qu'une fatalité, ou plutôt une caractéristique intrinsèque à toute société humaine. De toute interaction humaine naît de la violence, fût-elle seulement symbolique et peu visible. Lorsqu'un homme discute avec une femme, les construits sociaux qui le déterminent comme homme font qu'il aura une tendance à parler plus fort, plus longtemps, à couper la parole de la femme et, par sa gestuelle, à plus occuper l'espace. Même si ces deux personnes sont amies, cela n'empêche pas qu'au cours de cette discussion s'exprime une violence symbolique, discrète, mais qui émane d'une inégalité de pouvoir. Les sociétés sans violence n'ont jamais existé, n'existent pas et n'existeront jamais. Or, si nous admettons que toute société, même à un degré très faible, est violente, alors il n'est pas possible, en principe, de se défaire d'une institution policière, et cela pourrait même s'avérer risqué de vouloir l'abolir. En fait, le problème, c'est pas l'institution policière en soi, mais c'est qui elle sert. Aujourd'hui, il semble que la police soit bien plus au service de la classe dirigeante que de l'ensemble de la société, et c'est sur cela qu'il faut agir. Changer les structures qui déterminent l'institution policière. Quant à l'idéal d'une société absolument pacifiée qui pourra faire l'impasse sur la police, il doit s'agir d'un horizon asymptotique, d'un objectif inaccessible, mais vers lequel nous devons tendre. Ce cheminement vers cet horizon se traduit par ce que Frédéric Lordon nomme faire la chasse aux golems. Il faut viser des golems de plus en plus petits, tendanciellement de plus en plus petits, et qu'on maîtrise de mieux en mieux. Je reviens à la phrase de Béni Lévy reprise par Yvan Segré. Nous ne passerons donc jamais que de police en police, que je retraduis, nous ne passerons donc jamais que de golem en golem. La réponse est oui, mais quand même. Il y a une trajectoire possible d'empuissantisation des corps sociaux, et cette empuissantisation, dit Spinoza, passe par le développement en nous, nous individuels et nous collectifs, de la raison. Et cette trajectoire-là est une trajectoire de teneur décroissante de nos sociétés en institutions, en État et en police. Nous devons donc nous efforcer de tendre vers une société dénuée de violence, mais sans se raconter d'histoire pour autant. Cet objectif ne sera jamais parfaitement rempli. Pour Lénine, dans L'État et la Révolution,
Toute violence vient de la lutte des classes et le communisme, en tant qu'il sera une société sans classe, sera de fait une société sans violence. Mais si, conformément à ce que j'ai dit précédemment, aucune société ne peut faire l'impasse sur la violence, alors le communisme n'existera jamais. En revanche, si le communisme se traduit par toutes les actions faites ici et maintenant pour rendre effective la révolution progressiste et amoindrir autant que possible la violence, alors, et je sais que je vais faire peur à certains, mais le communisme non seulement est possible, mais il est déjà là. Dans les campagnes, dans les villes. C'est toute la force de l'œuvre de Bernard Friot, de montrer que le communisme est déjà là, qu'il n'est pas un idéal utopique lointain. La sécurité sociale et le statut de la fonction publique, sujet qui mériterait à eux seuls des dizaines d'épisodes, sont le résultat victorieux de batailles politiques et syndicales qui n'ont jamais fait l'impasse sur la violence. Il n'est absolument pas question d'en appeler ici à la guerre civile, mais simplement de se poser une question sincère et qui doit nous amener à réfléchir. Si les médias se font de plus en plus les relais d'une pensée unique, dominante, si les élections deviennent une mascarade, et si l'État n'hésite pas à faire usage de son bras armé le plus violent, même pour réprimer des blocages et des manifestations, y compris pacifistes, que nous reste-t-il pour nous faire entendre ?